Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Hadissa Alira, consultante en formation, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Malik Acher. Le mouvement des populations entre Kinshasa et Brazzaville revient à la normale. Les autorités des deux Congos ont en effet supprimé les visas pour les habitants des deux capitales, une mesure qui réjouit particulièrement les commerçants. Alioune Guindo. Kinshasa et Brazzaville, respectivement capitales de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, ont supprimé le visa qui les séparait. Une décision prise à l'issue de la 5e session de la Commission spéciale défense et sécurité des deux pays qui s'est clôturée vendredi 25 septembre 2015 à Kinshasa. La disposition concerne les habitants d'un périmètre de 50 km de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Économiquement, c'est une très bonne chose. Depuis que le visa avait été rétabli entre les deux pays, je pense, du point de vue économique, cela s'est fait sentir, que ce soit du côté de Kinshasa comme du côté de Brazzaville. Je pense que pour les populations, les petits commerçants qui vivaient de ce commerce entre les deux rives, aujourd'hui, ne peuvent être que satisfaits. La suppression du visa entre les deux pays fait, entre autres, le bonheur des femmes qui commercent aux deux rives du fleuve Congo, frontière entre les deux pays. Une telle mesure permettra, à travers un allègement des procédures, de faciliter la circulation des biens et des personnes entre Kinshasa et Brazzaville et ainsi de développer le commerce local. Sur la question de la coopération, vous savez, c'était un problème qui dérangeait, si vous voulez, un peu les autorités de tous les deux pays, parce que c'est des pays qui ont toujours vécu un peu en étroite collaboration sur un certain nombre de choses, bien que le contact, on l'avait gardé, qu'on ne veuille pas. Mais pour nous, Congolais de Brazzaville, Kinshasa a été pour nous toujours comme une deuxième ville de résidence. À noter que cette exonération de visa n'est valable que pour un séjour de 3 jours, délai au-delà duquel tout voyageur transfrontalier est tenu d'avoir un visa. Quant aux voyageurs habitant au-delà du périmètre de 50 km, les autorités des deux pays annoncent l'harmonisation prochaine des questions relatives au coût du visa, ainsi qu'au délai de traitement des dossiers. Malik, que pensez-vous de cette mesure de suppression des visas ? C'est une bonne chose, d'autant plus qu'il y a énormément d'échanges entre ces deux pays, entre le Congo et la République démocratique du Congo. Donc je pense que c'est une bonne chose, mais c'est une mesure à minima quand même. On vient de le voir dans le reportage. On n'a pas besoin de visa, juste si on circule pas plus de 3 jours. Donc c'est, à mon sens, insuffisant. L'homme, par essence, c'est un nomade. Il se déplace. Il a cette faculté, c'est presque inné, à faire des échanges dans d'autres pays, dans d'autres régions. Donc il faudrait quand même libéraliser les échanges entre les pays africains davantage. D'ailleurs, dans cette région qui en manque cruellement, parce qu'il y a toujours eu, il y a eu un manque de volonté politique dans cette région d'Afrique centrale pour justement permettre de densifier ces efforts, ces échanges sur le plan du commerce ou sur le plan humain. Donc il faudrait aussi que les politiques donnent un peu plus de signal. Là, je pense que c'est une mesurette. Il faudrait une véritable mesure qui permettra à la région aussi de s'en sortir et d'avoir une croissance économique beaucoup plus forte. Jean-Marie, justement, est-ce que c'est quand même un nouveau pas vers la libre circulation des personnes en Afrique centrale ? Je pense que si on part sur le plan du droit positif, on se dirait que c'est logique, si vous voulez, que le Congo-Brazzaville prenne cette décision-là, dans la mesure où, quand on parle de l'Afrique centrale, il faut se dire une chose, c'est que la RDC ne fait pas partie de la CEMAC, bien que, Malik vient de le souligner, dans la CEMAC, au sein de la CEMAC, c'est pas terrible non plus, mais c'est vraiment une bonne décision de mon point de vue, parce que les deux peuples, quand vous prenez les deux Congos sont séparés uniquement par le fleuve Congo. Donc les échanges, en intensifiant les échanges économiques, on favorise, la croissance dans les deux pays. Ça, c'est une évidence. Dans la mesure où vous avez, entre les deux, il y a un déséquilibre démographique. Le déséquilibre démographique est en faveur, si vous voulez, du Congo-RDC. Quelque part, on pourrait se dire qu'on comprend, si vous voulez, la position de Brazzaville, tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous avez le Congo qui est dans une instabilité et à l'intérieur, vous avez quand même des craintes, si vous voulez, des mouvements, que vous ayez des gens qui viennent de la RDC pour venir déstabiliser d'une certaine manière, si vous voulez, Brazzaville. Mais dans l'absolu, je me dirais que
comme Malik vient de le dire là tout à l'heure, bon, l'être humain c'est un nomade. Et vous avez derrière, il faut regarder si vous voulez, il faut toujours peser le pour et le contre. Calcul coût-avantage, comme je l'ai dit souvent. Est-ce qu'en termes d'échange, ça bénéficierait éventuellement beaucoup plus, si vous voulez, à Brazzaville? Donc, moi, mon souhait, c'est qu'on puisse ouvrir les frontières le plus largement possible concernant, si vous voulez, la circulation des individus. Dès l'instant qu'ils ne portent pas atteinte, si vous voulez, à la stabilité économique du pays ou politique surtout, je ne trouve pas que ce soit justifié ces frontières-là. Malik Jean-Marie parle de déstabilisation. Que craignent les États quand ils suppriment leur visa? Justement, ils ont peur des infiltrations armées, du banditisme, de la contrebande. Ce sont des faits qui existent, malheureusement, même quand vous avez des visas. Vous savez, donc moi, cette suppression-là des visas, je ne pense pas que c'est un facteur qui va renforcer la contrebande. Je ne dis pas que Jean-Marie a dit ça à l'instant. C'est pas ce qu'il a dit. Mais effectivement, moi, la suppression des visas, elle est naturelle. Si vous empêchez des acteurs économiques de se déplacer, jamais vous ne permettrez à une région d'évoluer positivement sur le plan économique. Donc, bien évidemment, il faut plus de contrôle. Il faut un renforcement de la sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre des visas. C'est dans l'actualité également. Les objectifs du millénaire pour le développement étaient à l'ordre du jour de la dernière Assemblée générale des Nations Unies. Ces OMD avaient été fixés en 2000, 15 ans après. Le Rwanda est l'un des rares pays africains à avoir respecté ses engagements. En reportage de notre correspondant Rwanda, Olivier Diakota. Le Rwanda est l'un des rares pays en Afrique ayant atteint presque tous les objectifs du millénaire pour le développement, selon la représentation des Nations Unies chargée de cette question dans le pays. Par exemple, en ce qui concerne le genre, le Parlement rwandais compte près de 64% de femmes en son sein. Plus de 80% de la population se soigne grâce à l'adhésion aux mutuelles de santé. De 2000 à 2015, selon les autorités rwandaises, le seuil de pauvreté a été réduit de 60 à 30%. C'est une fierté de savoir que le Rwanda fait partie des 5 pays de notre continent qui ont fait des efforts pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Nous saluons le leadership de vos dirigeants et leur implication personnelle. Cette performance fera sûrement de votre pays l'un des acteurs majeurs pour la réussite des nouveaux défis mondiaux. La population juvénile est estimée à 78% au Rwanda. Près de 14% des jeunes diplômés sont au chômage. Le sous-emploi affecte 65% de cette jeunesse, selon les autorités. Mais des mesures idoines sont en cours d'expérimentation pour offrir une vie meilleure aux jeunes Rwandais. Vous savez, notre gouvernement envisage désormais de créer 2000 emplois non agricoles par an jusqu'en 2020. Ce rêve se réalisera si et seulement si il y a une bonne collaboration avec le secteur privé. Vous, jeunes, avez le devoir de vous associer et d'élaborer des projets pour obtenir des financements. C'est par l'entrepreneuriat que la problématique du chômage dans votre milieu sera réglée peu à peu. Les objectifs du millénaire pour le développement sont désormais remplacés par les objectifs du développement durable, lesquels mettent l'accent sur l'universalité des défis comme la protection de la planète. Jean-Marie, comment expliquer que le Rwanda ait tant d'avance sur l'atteinte des OMD par rapport aux autres pays africains? C'est quoi? C'est une question, on le dit souvent sur ce plateau, c'est une volonté politique et la mise en place pratique, si vous voulez, de tout ce qui a été pensé en amont. C'est-à-dire là où nous n'avançons pas en Afrique, on a une capacité réflexionnelle illimitée. Mais on ne va jamais sur l'opérationnel. On reste sur les grandes lignes stratégiques, on parle de la politique, on ne va jamais vérifier que, y compris les représentants de l'État dans certains pays, on ne va pas vérifier qu'on a mis en place des stratégies de développement. Comment ces stratégies-là se déroulent? Il n'y a aucune évaluation des politiques publiques. Alors que dans un petit pays comme le Rwanda, vous avez systématiquement... Moi, le Rwanda est le seul pays aujourd'hui, quand je cherche des informations sur l'Afrique, je vais sur les sites rwandais, j'ai toutes les informations trimestre par trimestre économiquement. Et je vous assure que allez-y dans les sites officiels des pays africains et vous me direz dans combien de pays est-ce que vous verrez, comment dirais-je, une évaluation trimestrielle des politiques publiques qui sont mises en place dans ces États-là. Donc c'est tout à fait logique que le Rwanda, de là où ils sortent, qu'ils puissent avancer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des stratégies efficientes et efficaces dans la globalité. Puisqu'un petit pays comme celui-là, le Rwanda sort aujourd'hui, voilà, c'est pratiquement un des rares pays, ils sont même devant l'Afrique du Sud, où vous avez une mutuelle qui est installée pour l'ensemble du peuple rwandais. C'est un exploit. Et n'oublions pas que sur le plan économique, ils ont
été classé 7e mondial en matière de gestion devant un pays comme la Suisse. Malik, est-ce que ce modèle rwandais peut être transposé à d'autres pays africains ? Bien sûr, je pense que c'est un modèle qu'il faut suivre. Jean-Marie a tout à fait raison, je souscris totalement à ce qui a été dit par Jean-Marie. Le Rwanda a eu cette capacité de mettre un cadre opérationnel. Dès qu'il y a eu une politique qui a été mise en place, il y a eu un comité de suivi qui est je dirais, activé de facto, avec des personnes qui ne sont pas forcément issues du pouvoir rwandais. Vous avez aussi des personnes issues du gouvernement, mais vous avez aussi des organisations non gouvernementales, des experts indépendants. Donc il y a eu un collectif qui s'est créé autour de chaque politique sur l'évaluation de chaque justement politique. Donc il y a eu, je dirais, un peu un travail collectif qui a été mené et vous avez eu quand même un État rwandais qui a eu cet esprit d'ouverture de laisser juger sa politique. Voilà, c'est ça. Parce qu'en Afrique, vous avez souvent des gouvernements qui sont empreints d'idéologie et qui veulent absolument appliquer une politique et qui ont du mal à voir que ce n'est pas la bonne politique parfois. Le Rwanda a cette faculté à appliquer des politiques et s'il faut justement corriger cette politique, eh ben, elle la corrige. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Maurice est classé au premier rang des pays les plus compétitifs en Afrique. Au niveau mondial, l'île arrive à la 46e position. Elle est suivie par l'Afrique du Sud et le Rwanda. Le classement a été élaboré sur des indicateurs tels que la qualité des infrastructures, l'environnement macroéconomique ou encore le développement technologique. Jean-Marie, que vous inspire cette première place de Maurice ? L'île Maurice, dès l'instant, moi je ferai deux lectures là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que allez-y regarder si vous voulez l'IDH, c'est ce qui m'intéresse, l'indice de développement humain à l'île Maurice. J'ai toujours dit sur ce plateau que je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous voulez, avec des indicateurs internationaux qu'on nous donne. Et la plupart du temps, ces indicateurs internationaux-là, qu'est-ce qu'ils prennent en compte? C'est la capacité, si vous voulez, de permettre aux entreprises d'investir. C'est bien beau d'avoir une croissance dans un pays, mais quand vous allez à l'île Maurice, quel est le niveau de vie des individus à l'île Maurice? Donc, je me méfie, ce sont des classements dont je me méfie de temps en temps. Bon, c'est bien, le pays a ouvert son espace aux investissements étrangers en mettant en place, si vous voulez, des conditions de facilitation de l'installation des firmes multinationales, des investissements directs étrangers. Donc à partir de là, cette notation, on la part de là. Mais pour les pays africains, ce qui m'intéresse, comme je l'ai toujours dit sur ce plateau, je me méfie de ces indicateurs internationaux là parce qu'on ne prend pas en compte la notion d'IDH. On nous parle de croissance. Est-ce que cette croissance a bénéficié à l'ensemble de la population? Point d'interrogation. De mon point de vue, ce n'est pas le cas. Malik, vous partagez l'avis de Jean-Marie, les indicateurs ne reflètent pas la réalité ? En partie, je pense que bon, l'IDH est quand même un peu, par rapport aux autres pays africains, l'IDH de l'île Maurice c'est quand même satisfaisant et bon, il y a toujours matière à améliorer l'IDH. C'est une chose qui s'améliore continuellement et justement le bien-être des sociétés, ça doit être de la population, ça doit être une priorité des gouvernements africains, mais aussi des autres pays du monde entier. Et moi, je suis la politique de l'île Maurice, c'est la seule solution, c'est de justement pour un pays qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, de s'ouvrir, de faire des incitations fiscales, de recevoir des investissements directs étrangers. Donc c'est la seule solution, je dirais. Moi, je ne suis pas un expert économique, Jean-Marie l'est mieux que moi sur cette question, mais c'est la seule solution pour l'île Maurice d'atteindre un développement économique appréciable. Donc je pense que ce classement quand même est fondé. Il y a toujours des choses à faire, notamment dans l'innovation. L'île Maurice peut se spécialiser dans d'autres secteurs que l'offshoring, qui a été tout le temps cette activité principale en île Maurice. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au Burkina Faso. Adissa Alira, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Jean-Marie, merci également. Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci de leur écoute. Et Malik, merci. Merci Fanny, un plaisir de vous avoir retrouvé. Jean-Marie, particulièrement ce soir. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.